Est-ce que nous sommes rentrés en 2024 dans le troisième âge du no-code? Pourquoi est-ce que je parle de troisième âge? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça va changer pour toi, pour moi, pour nous, pour l'ensemble de l'écosystème? On en parle dans cette vidéo, cette première vidéo sur le sujet. J'espère que ça va te plaire. C'est une vidéo qui est moins scriptée que d'habitude parce que je voulais laisser un petit peu parler plus mes réflexions et mes ambitions et ce que je pressens pour l'avenir du no-code. Surtout, ce que je voudrais, c'est qu'en commentaire, tu viennes un petit peu me dire ce que toi tu en penses, ce que toi tu vois dans le futur du no-code, comment tu vois que ça va se développer. Je voudrais que ce soit vraiment un lieu de discussion, comme on en a sur Slack avec le Slack de No-Code France, sur le Discord avec le Discord de Notion en français. Je voudrais vraiment qu'on puisse partager autour du no-code, de son futur, de ce que ça va amener pour la communauté, pour toi, pour les gens, pour l'ensemble de l'écosystème, pour ta boîte aussi évidemment. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors je parlais du troisième âge du no-code parce que de mon point de vue, on rentre ici en 2024 dans le troisième âge du no-code. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que pour moi, le premier âge du no-code, c'est le moment où tous ces outils ont démarré, on a commencé à abstraire une série de concepts, une série de procédures pour rendre toutes ces choses-là un peu plus faciles. Et quelque part, peut-être que le début du no-code, c'est Dreamweaver, c'est les premiers éditeurs de sites internet sans code, c'est peut-être le début avec WordPress aussi, avec ces outils-là, qui ont permis à des gens qui n'avaient aucune connaissance en code de quand même lancer un outil. Et WordPress a été utilisé par des millions de personnes, est encore utilisé aujourd'hui par des millions de sites. Conséquence, on peut dire que c'est le début du no-code. Dreamweaver, ça permettait de faire des sites web sans avoir à écrire de code au départ, avec un système what you see is what you get. C'était relativement le premier webflow de l'histoire. Et donc, on a eu ce premier âge du no-code où des outils ont été développés qui permettaient d'abstraire toute une série de concepts et de ne pas avoir vraiment besoin d'un développeur pour toute une série d'outils et pour toute une série de choses qu'on voulait faire sur Internet. Puis est arrivé pour moi le deuxième âge du no-code, et le deuxième âge du no-code, de mon point de vue, a commencé simplement avec le confinement, avec le Covid-19, parce que là, il y a eu cette explosion, il y a eu ce temps que les gens ont eu de se poser, de réfléchir sur leurs outils, de voir un petit peu comment ils pouvaient fonctionner de manière plus efficace, sans spécialement toujours avoir des réunions dans des grandes salles avec des gens qui avaient rien à dire, etc. Et aussi la possibilité, le temps, de créer son propre outil pour se dire: est-ce que je pourrais changer de vie? Est-ce que je pourrais faire les choses autrement? Est-ce que je pourrais récupérer ce temps que j'ai eu là pendant le confinement? J'ai découvert que c'était possible d'avoir du temps pour soi. Comment est-ce que je fais pour combiner ça avec une vraie activité professionnelle, quelque chose qui rapporte? Et le deuxième âge du no-code, qui aura été plutôt court, mais c'est un petit peu comme dans la vraie histoire, hein. Le premier âge, la préhistoire, c'est des milliards d'années, et puis on arrive à l'Antiquité, et l'Antiquité, c'est déjà beaucoup plus court. Ici, pour moi, le deuxième âge du no-code, c'est ce qu'on vient de vivre comme période, ici, entre 2020, mettons, et la fin 2023. 3 ans, évidemment, puisque tout va par 3, hein, même dans le monde, évidemment, tout va par 3, il n'y a pas que sur Creacity. Et donc, on a eu ce deuxième âge du no-code, où les outils se sont développés très rapidement, surtout en mettant une petite couche d'intelligence artificielle ici, dans la dernière partie, dans le dernier mouvement. Et donc, ces outils, maintenant, ils sont rentrés dans le monde professionnel. On a prouvé qu'on pouvait créer vraiment des outils de haut niveau avec des outils no-code. Je dis souvent aussi, je parle souvent de la porte d'entrée et de la porte de sortie que représentent ces outils. La porte d'entrée, c'est que ça ouvre la porte, ça ouvre les yeux des gens sur le fait que c'est possible de changer de vie, de créer son propre outil, d'être plus efficace avec des automatisations par exemple. Et donc, c'est une porte d'entrée. On entre dans le monde du no-code par ces envies-là, par ces besoins-là. Et puis peut-être qu'un jour, effectivement, on sort du no-code pour retourner vers des choses qui sont plus codées, par des choses qui sont plus ancrées et qui sont plus efficaces encore, parce que codées dans le dur est donc forcément aussi plus rapide, plus économique que ce que peuvent être parfois les SaaS pour lesquels tu dois payer mois par mois et au final qui sont parfois même un peu lents, etc. On sait bien aussi que quand Notion se plante, c'est la catastrophe. Quand Make ne veut pas fonctionner, on a toute une série de problèmes, etc. Et donc ce qu'on a fait déjà avec certains
client, c'est qu'on a fait, par exemple, le début des processus, on les a créés dans Make et dans Notion, et on a créé des workflows, etc. Et puis à un moment ou l'autre, quand on s'est rendu compte que ces workflows étaient efficaces, qu'ils fonctionnaient bien et qu'ils tournaient bien, eh bien, il y a un développeur qui les a fait en code, en dur, en jouant avec l'API, en faisant vraiment du code, mais parce qu'on avait établi toute la première partie grâce au no-code et grâce aux outils de programmation visuelle, appelons-les comme ça pour l'instant. On est ici pour moi donc à la fin du deuxième âge du no-code. On a prouvé maintenant que ça pouvait être utilisé dans le monde professionnel pour créer des outils. Et il y a ce phénomène de citizen developer auquel je ne crois pas spécialement parce que ça voudrait dire qu'on est quand même des développeurs. Non, on est des builders, j'aime mieux l'expression peut-être que certains utilisent de ce côté-là, des créateurs, des constructeurs, mais à un moment ou l'autre, on a toujours besoin de codeurs sur le côté et je reste persuadé qu'on aura toujours besoin de codeurs pour, à un moment ou l'autre, faire quelque chose de plus fluide et de plus économique, malgré tout, au total. Quand on a déjà développé le produit, on sait déjà que ça fonctionne, il y a déjà un workflow qui est mis en place. Qu'est-ce qu'on fait après? On l'optimise encore mieux avec du code. Ça me semble logique. Maintenant, je disais, on rentre pour moi dans le troisième âge du no-code, et le troisième âge du no-code, de mon point de vue, est peut-être lié plus à l'open source, mais en tout cas certainement à l'ownership des data. Parce que maintenant que des petites structures, alors quand je parle de petites structures, ça peut quand même être des 100, 200, 500 personnes, utilisent Notion, utilisent les outils no-code, utilisent Make pour faire certaines choses, on se heurte quand même toujours à certaines limitations, et je ne parle pas ici seulement de RGPD, mais simplement en termes plus généraux, d'ownership des data, c'est-à-dire qui possède les données de l'entreprise, chez qui est-ce qu'elles sont stockées. Alors évidemment, il y a toujours une limite à ça. Oui, on peut mettre un serveur dans sa propre entreprise, avec sa propre fibre optique. Ça coûte vraiment cher à entretenir, mais quelque part, si on est vraiment sur des données critique, pourquoi pas, c'est possible. On a des systèmes d'hébergement à la OVH ou d'autres hébergeurs, en Europe ou pas, qui permettent d'avoir des serveurs qu'on appelle dédiés, c'est-à-dire que la machine, vous la louez, il n'y a que vous qui y avez accès, vous avez vos propres codes, etc. Et on utilise juste l'infrastructure réseau et l'infrastructure électrique, entre guillemets. Mais on sait bien que ça peut poser des problèmes. On sait bien que chez OVH, par exemple, ils ont eu des soucis. Il y a des data centers complets qui ont cramé, où il n'y avait pas vraiment de backup en plus, enfin une vraie catastrophe. Voilà, on a des systèmes à la Xano qui permettent de stocker ces données, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, qui permettent de créer des back-ends sur lesquels on a raisonnablement la main, ou en tout cas, voilà. Mais je pense vraiment que cette question de l'ownership des data, c'est ce qui va définir le troisième âge du no-code. À quel moment est-ce qu'on va être capable de prendre dans le no-code aussi des entreprises pour lesquelles cet aspect-là est critique et ne peut pas être externalisé, où il y a quelqu'un qui doit être responsable, ok, encore une fois, jusqu'à un certain niveau, de la confidentialité des données, de la propriété des données. Et là-dessus, je pense qu'on a des choses qui se mettent en place progressivement. Il y a des partenaires, des outils qui savent que ça arrive. On a Xano, effectivement. On a Bezro, qui est un outil du libre, qui est un outil open source. On a WeWeb, qui permet de faire certaines choses sur son propre serveur, etc. Je pense que l'auto-hébergement, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les outils, c'est pas pour tous les métiers non plus. Mais je pense qu'il y a là-dessus des acteurs qui vont se développer ici. Même au niveau de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut utiliser OpenAI dans une entreprise où l'ownership des data, où la confidentialité des données, c'est quelque chose d'assez critique? Est-ce qu'on peut gérer son propre LLM et construire son propre Large Language Model pour justement bénéficier des avantages de l'intelligence artificielle, mais aussi préserver cette ownership des data? Je pense que là, sur 2024, c'est là-dessus que beaucoup de choses vont se jouer. Alors évidemment, ça n'est que mon avis, ça n'est que ma petite personne et de la vision que j'ai du no-code et du monde business en général. Je pense que j'ai rencontré beaucoup de gens en 2023, que j'ai eu ces discussions avec pas mal de personnes aussi, mais ça ne veut pas dire que j'ai la vérité. La vérité, c'est ce qu'on crée tous ensemble, et donc j'attends vraiment dans les commentaires maintenant vos commentaires, vos propositions, vos réflexions par rapport à ça. Et puis encore plus que ça, j'espère que vous allez venir sur LinkedIn pour qu'on puisse en discuter. Si vous avez quelque chose que vous êtes en train de développer, si vous avez un produit que vous êtes en train de faire, s'il y a quelque chose que vous êtes en train de lancer de ce côté-là, venez m'en parler et qu'on puisse en parler ici autour de nous, qu'on puisse en parler sur No-Code France, qu'on puisse essayer d'ouvrir le débat à plus de personnes encore. Je crois réellement que ce troisième âge du no-code, c'est 2024,
qu'on est dedans, qu'on va aller de plus en plus vite, que peut-être les âges et les périodes vont s'accélérer encore un petit peu jusqu'à un certain point. Mais dites-moi tout ça en commentaire. Venez discuter avec moi de tout ça, qu'on puisse voir un petit peu ce que chacun en pense et comment on peut construire ensemble un futur où on réfléchit. C'est la grande force de la communauté francophone et j'espère qu'on va pouvoir la préserver aussi en 2024 et même encore amplifier le mouvement. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.